Installez-vous ici comme tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. On va donc... bonsoir, rebonsoir, Ludivine de la Rochère. Merci d'être avec nous face à Bruno Solo, puisque Ludivine, on va voir ensemble un sujet d'actualité qui est dans la pièce. Alors, on parle d'adoption dans la pièce, mais c'est une adoption à l'américaine, vous l'avez expliqué. C'est pas de la GPA. C'est pas de la GPA, mais c'est quand même une adoption avec de l'argent, avec des échanges d'argent, avec le choix des parents, de l'enfant. Et justement, on va regarder un extrait de votre pièce qui raconte ça exactement. Richard, le bébé arrive. L'étudiante en médecine, là, on était au courant? Enfin, je veux dire, elle était disponible lors des recherches? Oui. Je crois bien que oui. Et pourquoi vous en avez pas parlé? Il s'agit d'un bébé. Elle est où ta putain d'humanité? Tu me parles d'humanité, toi? Et que je sois tellement dans la dèche que je peux même pas garder mon bébé. T'en penses quoi, toi? C'est ta femme qui est venue nous chercher. J'ai fabriqué les gosses. S'il y a bien un truc que je sais faire, c'est ça. Vanda, je sais. Mais nous devons tous être bien conscients que vous n'êtes pas la seule à être impliquée ici. Je vais pas le foirer, votre bébé. Ludivine de la Rochère, vous êtes présidente de la Manif pour tous et vous êtes allée voir la pièce de Bruno Solo, je crois. Oui, bien sûr, et avec une immense admiration. J'ai trouvé la pièce passionnante et le jeu des acteurs exceptionnel. Et donc, toute cette tragédie, toutes les questions posées étaient remarquablement incarnées. Je pense que chacun était vraiment interrogé en conscience sur beaucoup d'aspects, beaucoup de questions, comme vous le disiez. Et d'ailleurs, les réactions du public étaient stupéfiantes à certains moments. Alors, je ne sais pas si c'est tous les soirs la même chose quand vous jouez, mais il y a des instants précis où le public poussait des cris d'horreur quand l'avocat dit, par exemple, si vous voulez, en fait... parce que le bébé qui vient de naître, est peut-être handicapé, et on ne sait pas. Et donc, le couple commanditaire qui achète l'enfant, en fait, hésite. À un moment donné, ils hésitent, et finalement, d'ailleurs, ils vont renoncer. Et là, l'avocat dit, mais si vous voulez, j'ai un autre enfant qui naît dans un mois, si vous voulez, vous allez donc changer d'enfant. Et là, le public pousse un cri d'horreur devant le cynisme de cet avocat qui commande et qui fait du trafic d'enfants, qui commandite, qui organise, qui encadre des gestations pour autrui. Alors, juste une précision, la GPA, ça existe. Enfin, moi, j'ai rencontré une femme née de GPA aux États-Unis, Jessica, qui a plus de 30 ans. Ça existe depuis environ 30 ans, enfin un peu plus. Et il y a ça se passe en 1988. Oui, oui, mais ça existait. Et il y a plein de formes de GPA différentes. Et c'est vrai que là, on peut assimiler. Pas sur une GPA, on est sur une open adoption. Il n'y a pas de transfert d'ovule, mais c'est une adoption qui. Mais vous avez des procréations pour autrui où il n'y a pas de transfert d'ovule, et donc là c'est très comparable à cette forme de GPA. Et le public. Moi, je suis évidemment, vous doit bien totalement surpris qu'effectivement vous ayez vu la pièce avec évidemment votre prisme à vous, c'est ce qui est normal, ce que je trouve légitime. Moi, je crois que la pièce, elle dit exactement le contraire de ce que vous dites. Je crois que la pièce, elle montre la difficulté du désir d'un enfant quand un couple ne peut pas l'obtenir. C'est-à-dire qu'elle ne montre pas le cynisme de ça. Elle montre qu'effectivement, on est confronté à ce cynisme-là. Et que ces deux couples, ils sont d'une sincérité absolue. Et la complexité de leur raisonnement, c'est-à-dire ce couple qui ne peut plus élever d'enfants parce qu'ils sont dans une misère sociale terrible et qui voudrait effectivement offrir le meilleur à l'enfant à venir, l'offre à un couple qui ne peut pas avoir d'enfants. Enfin, l'offre. Qui en a, l'offre avec un contrat. Oui, en contrepartie, évidemment. Et ça, on peut en parler. Mais c'est encadré. C'est encadré. Et cet avocat que vous dénoncez comme un monstre, le cynisme, il est mandaté. Moi, je ne crois pas qu'il soit cynique. Il essaye de mettre de l'humanité dans un mandat qui lui est donné. Et il essaye de rendre ça le plus doux et le plus délicat possible. Enfin, on parle beaucoup d'argent dans la pièce, entre autres choses, le désir d'enfant qui est tout à fait compréhensible, bien sûr, et on voit cette souffrance, et on la comprend. Et puis on voit aussi la souffrance du couple qui attend donc un 5e enfant, qui ne peut pas l'élever, qui ne peut pas s'en sortir, et sort une petite annonce, et donc, effectivement, ils vont gagner beaucoup d'argent. Et, pas beaucoup d'argent. Le père Al essaye d'en avoir encore un peu plus. Il demande une voiture. Voilà. Bien sûr, parce qu'on est dans un... Vous savez, Jane Anderson, qui a écrit cette pièce, l'américaine qui a écrit cette pièce, elle a adopté un enfant avec ce système-là, l'open adoption. Donc elle essaie d'être le plus objectif possible. Elle montre effectivement des personnages très caractérisés qui peuvent paraître au début assez monstrueux dans leur intention,
mais qui, au bout du compte, montre toute la complexité de C'est une tragédie. C'est une tragédie. Mais ce que j'entends souvent chez les défenseurs de vos préceptes, vous dites souvent que ces désirs d'enfant existent grâce à la technique qui est voilà. Non, mais le ce désir d'enfant il est profondément humain, c'est le propre de l'humanité. Mais comment nier à des gens qui ne peuvent pas et qui n'ont que cette solution-là, comment leur nier l'envie de le faire? Évidemment que ça passe par de l'argent, mais c'est pas nécessairement toujours cynique et c'est pas toujours quand c'est encadré. Quand c'est encadré, l'avocat était cynique. J'ai dit que l'avocat était cynique, c'est-à-dire que s'il est cynique, nous le sommes aussi, puisque c'est nous qui l'avons engagé et on sait ce qu'on fait. Mais je crois pas qu'il soit cynique, moi. Il fait ce qui. En tout cas, les réactions du public étaient stupéfiantes. Quand l'avocat parlait, puis il proposait finalement d'autres profils de... Mais vous l'avez entendu comme la stupéfaction. Il y a aussi des gens qui l'entendent comme... Mais alors, pas du tout de la même manière. Pour revenir au fond du sujet, il y a un désir d'enfant immense et infiniment légitime. Après, malheureusement, ça ne justifie pas et ça ne légitime pas d'instrumentaliser une femme, d'en faire une productrice d'enfants, ce qui est d'ailleurs le summum du sexisme. La GPA, c'est le summum du sexisme. Et puis, bien sûr, il y a, et on le voit très bien dans votre pièce, toute la question financière, la question du fric. L'avocat, il gagne du fric, pardonnez-moi, c'est du fric. Il est menté, mais c'est pas son moteur. Juste pour faire vivre un peu le débat, regardez les chiffres d'un dernier sondage, un sondage récent sur justement les Français et la GPA et la PMA. Les chiffres sont étonnants. Maintenant, il y a 64%, c'est un sondage IFOP, des Français qui se disent favorables à la GPA. C'est 20 points de plus qu'en 2014. Et 60% qui se disent favorables à la PMA, c'est-à-dire pour le couple de femmes homosexuelles. Alors, pardonnez-moi, mais moi je vais vous parler d'un autre sondage IFOP, qui a été fait quelques jours après, et qui demandait aux Français l'État doit-il garantir à l'enfant né par PMA le droit d'avoir un père et une mère? Et là, 64% des Français répondent oui. Parce qu'ils sont partagés de sentiments très contradictoires. Mais bien sûr, et donc c'est beaucoup plus complexe. Bien sûr, c'est plus complexe. Il y a une division très profonde sur ce sujet-là dans la société française, et ce qui est bien compréhensible. Et ensuite, il y a des contradictions et des paradoxes. Et quand on prend le point de vue de l'enfant, parce qu'on n'a pas parlé de l'enfant dans le contexte de la GPA ou de l'adoption dont vous parlez, pas un âge le point de où vue de l'enfant s'exprimer, l'enfant à ce moment-là. Non, le point de vue de l'enfant qui a grandi. Je vous parlais de Jessica tout à l'heure, elle est née de GPA, donc c'est une Américaine que j'ai rencontrée. Et croyez-moi, elle mène aujourd'hui une lutte extrêmement rude et ferme contre la pratique de la GPA. Vous avez conscience qu'il y a aussi beaucoup d'enfants nés de la GPA qui mènent le combat inverse et qui sont tellement heureux d'avoir pu exister et de pouvoir rendre heureux un couple, quel qu'il soit. Il y a un article aujourd'hui dans Libération sur une femme qui s'exprime à ce sujet-là, justement, qui est plutôt très favorable et qui se dit quel bonheur pour moi d'avoir rencontré cette famille qui ne pouvait pas avoir d'enfant et qui m'élève avec tout l'amour du monde. Parce que c'est ça quand même le moteur principal, c'est de l'amour. Après, évidemment qu'il passe par quelque chose de contractuel. Vous savez, moi, dans ma famille, du côté de ma maman, ils sont 13 frères et sœurs. Ils étaient 13 frères et sœurs, parce que c'était il y a quelques années maintenant. Et l'une de mes tantes a été élevée par des voisins. Parce que mes grands-parents, ils en avaient 13. Et à un moment, les voisins qui ne pouvaient pas avoir d'enfant ont dit, je vais parler de manière presque prosaïque, tu veux pas me donner un enfant? Eh bien, ils lui ont donné cet enfant. Ils lui ont donné cet enfant. Alors effectivement, il n'y a pas eu de contrat. C'est la différence, il n'y a pas eu d'argent qui est donné. Sauf que. Ce qui est très différent déjà. Oui, mais c'est différent, mais au bout du compte. Ou l'aspect élevé par d'autres. C'est parce que cet argent intervient que vous trouvez ça amoral. Mais l'argent n'est pas utilisé de manière amorale. C'est normal que ces couples qui n'ont pas d'argent demandent et qu'ils profitent des fruits de la croissance que peut leur offrir cet argent pour mieux élever les enfants qu'ils ont déjà. Alors j'ai connu la même chose que je trouve. Il y a quelque chose que je ne trouve pas si amoral que vous voulez bien dire. Alors d'abord, moi je ne parle pas de morale, pardonnez-moi. Moi, je ne peux pas employer le terme, mais ce n'est pas le sujet. Il s'agit de l'humain, il s'agit des droits des uns et des autres, des besoins des uns et des autres, et de la liberté. Ne dénions pas le droit de ceux qui veulent avoir des enfants, même avec des moyens qui peuvent vous paraître à vous cyniques. Il n'y a pas de droit à l'enfant. Il n'y a pas de droit à l'enfant. L'enfant n'est pas un concept, n'est pas une chose, il ne peut pas être l'objet d'un contrat. D'ailleurs, il ne peut pas non plus être donné, puisque l'enfant, c'était une ministre qui le redisait récemment, et à juste titre, l'enfant n'appartient pas à ses parents. Et donc donner, même si c'était gratuit, donner un enfant, vendre un enfant, acheter un enfant, pardon, c'est un être humain, ça pose des problèmes. Oui, mais posé comme ça, effectivement, c'est monstrueux. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est ce que montre la pièce. Au bout du compte, cette pièce est tout sauf manichéenne, elle monte un coup, elle met un coup de projecteur. Oui, parce qu'elle n'est pas manichéenne. Je sais pourquoi vous l'avez trouvée remarquable, et moi je sais pourquoi
je trouve remarquable. Et je pense pas que ça soit pour les mêmes raisons. Pardonnez-moi, je là vous vous êtes dans la caricature. C'est vrai qu'elle n'est pas manichéenne, la pièce. Elle offre effectivement toute la palette des sentiments. La palette des complexités de le réaction. désir d'enfant, ces parents, les autres parents qui ne peuvent plus élever leurs enfants, ils sont dans une caravane avec 4 enfants. On voit bien tous les moteurs de cette possibilité offerte, là, dans le cadre de cette forme de GPA ou par les possibilités médicales actuelles, et confronté à cela, comment résister à cette envie de la part de parents, de couples qui veulent avoir un enfant. Et moi, je pense que, justement, le droit, il est là pour ça. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen disait bien que la liberté s'arrête au moment où elle risque de nuire à autrui. Et quand on sépare un enfant de sa mère, quand on arrache un enfant à sa mère, quand on instrumentalise une femme... Là, en l'occurrence, on n'arrache pas l'enfant de sa mère dans la pièce que vous évoquez. Finalement, non, c'est elle-même qui le propose. Et pourtant, c'est pas un acte cynique de sa part. C'est terrible, les parents. C'est terrible, d'accord, mais vous pouvez dire ce que vous voulez, mais quand le personnage joué par Isabelle Carré, Vanda, le personnage qu'elle joue, donne cet enfant, ça la déchire effectivement, mais elle sait pourquoi elle le fait. Elle le fait parce qu'elle ne sait qu'elle ne pourra pas l'élever. Et si elle peut en tirer un intérêt, c'est dommage de ramener ça à l'idée qu'elle n'en tire qu'un intérêt pour s'acheter une voiture. Mais non, mais pour s'acheter survivre. Elle est dans la survie. Voilà, elle est dans la survie. Elle est dans la survie. Et les autres ne le font pas de manière cynique, ils le font parce qu'ils ont épuisé toutes les possibilités. Ils ne peuvent pas avoir d'enfants et ils n'ont trouvé que cette solution. Parce que le problème de ce que vous dites, c'est que qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui biologiquement ne peuvent pas avoir d'enfants, 2 femmes, 2 hommes? On leur nie le droit d'avoir un enfant. Il n'y a pas de droit à l'enfant, monsieur. Non, mais le désir. On leur dit alors le désir d'avoir un enfant. Le désir. Alors comment ils font, puisqu'on ne les laisse pas adopter de toute façon? On ne donne jamais à deux parents homosexuels, on leur donne jamais un enfant. Non. La loi Taubira l'a autorisé. Et là, il y en a eu. C'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué déjà pour des couples hétérosexuels. Exactement. Et ça l'est aussi pour des couples homosexuels. Si on ne propose pas d'autre solution que la GPA, qu'est-ce qu'on propose à ces gens-là? Attendez. D'abord, je sais que c'est votre problème en fait. Le vrai problème, c'est votre problème par rapport à l'homoparentalité. Mais je suis absolument opposée à la gestation pour autrui, que ce soit pour un couple homme-femme, que ce soit pour un homme seul ou que ce soit pour un couple d'hommes. Ça n'est pas le sujet. Non, ça c'est les quand c'est des hétéros, il y a d'autres possibilités. Pour les homosexuels, il n'y a pas d'autres possibilités. Les couples inféconds, malheureusement, et j'allais justement dire, autour de vous, sûrement, comme autour de moi, il y a des parents qui ne marchent qu'à à peine plus de 20% de succès. Et malheureusement, mais elle marche quand même, nous en connaissons tous. Les autres, c'est 0%. 80% des 0% pour les couples homoparentaux, alors. Si on ne va pas vers la GPA ou la PMA, il n'y aura pas de possibilité. Nous avons tous autour de nous, malheureusement, des couples qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Non, c'est pas une fatalité. Vous dites malheureusement, je pense pas que ce soit une fatalité, moi. Je pense qu'ils y ont droit au même titre que les autres. C'est un vrai débat de société qui, de toute façon... C'est qu'on ne peut pas instrumentaliser, on ne peut pas réduire la femme à son utérus, elle n'est pas productrice d'enfants. Vous savez, c'est assez malin de ramener ça à l'idée du sexisme. C'est tout à fait... Les générations à venir condamneront ce qu'ose envisager notre époque, voire faire dans certains États, c'est instrumentaliser la femme, la prendre comme une productrice d'enfants. La grossesse, elle implique. Mais oui, dit comme ça, vous avez raison. Tout le psychisme. Mais si c'est encadré, si c'est fait en toute conscience par quelqu'un. C'est une forme. Non, mais oui, je sais, vous allez me dire c'est de l'esclavage, loué. Mais présenté comme ça, c'est de l'hystérie sémantique. C'est ce que je disais. C'est dégueulasse. Vous encadrez l'esclavage. Non, voyez, vous imaginez que je vais répondre à ça? Vous m'avez entendu un peu parler. Vous imaginez que je vais dire oui, c'est vrai, j'encourage l'esclavage. Donc, ne caricaturez pas. Vous m'avez demandé pas que vous caricaturez, mais on n'a pas d'autres possibilités aujourd'hui. La société n'est plus la même que la société du 18e, du 19e, et même d'il y a 20 ans. C'est plus la même. C'est malheureux et c'est triste, et je le comprends infiniment, mais on peut réussir sa vie sans avoir d'enfant. Pardonnez-moi, mais totalement. Mais quand on en veut et qu'on vous nie la possibilité d'en avoir, c'est scandaleux. Et on a les possibilités aujourd'hui de le faire. Je ne vois pas pourquoi on le ferait pas. Bruno Solo, Ludovine et c'est de l'obscurantisme que d'envisager qu'on puisse prendre les femmes comme des productrices d'enfants. C'est un débat passionnant. D'ailleurs, vous allez pouvoir tous le poursuivre puisque vous savez que le gouvernement a lancé les états généraux de la bioéthique. Il y a des débats un peu partout. Je sais, j'ai vu l'article du Monde ce week-end que la Manif pour tous est très présente dans ces débats. Parfois les noyautes. Alors, disons les choses autrement. Et d'ailleurs, c'est pas ce que dit Le Monde. Les Français
ces États généraux de la bioéthique rassemblent beaucoup de monde, ont un grand succès. Et les Français qui s'y expriment sont très largement opposés en fait, à la mise en œuvre d'un droit à l'enfant. Que ce soit la PMA sans père ou la GPA. À mobiliser vos réseaux, mais c'est très bien. Je ne sais pas s'ils sont de la manif ou pas de la manif. C'est pas une critique, pas le sujet. Non, j'entends bien, mais je suis ce qui se passe partout en France et nous suivons très attentivement. Et le fait est que les gens sont très opposés au projet envisagé parce qu'ils défendent le fait que l'enfant a besoin d'un papa et d'une maman, dans la mesure du possible. C'est votre position. Merci Ludovine de La Rochère d'avoir été avec nous. On va entamer maintenant un deuxième débat. Merci. Merci.